Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 11. Grand 1. Le crash de l'Union Générale, banque importante du 19e siècle, fut et arriva avec Eugène Bontou. Il travailla auparavant chez la banque Rothschild, mais en sera viré plus tard. Une loi vit le jour avec un système de vote, le scrutin de liste départementale, à 2 tours. Et à la suite de ces tours, pas la ville, une hésitation surviendra, provenant de l'Union des droites. Grand 2. Cela engendra une division avec l'apparition de l'Union royaliste, composée de bonapartistes et de royalistes. Un grave conflit de succession arrivera avec la mort d'Eugène Louis-Napoléon Bonaparte. Des revendications furent faites avec le jeune frère de Napoléon Ier. 13 emprunts d'anticléricalisme qui en rebutaient plus d'un dans le parti. Grand 3. Paul de Cassagnac ne voulait pas réparer l'horrible baraque sous laquelle la France était accroupie, mais la mettre à terre. C'est une citation de lui. Avec son journal, l'idée était de faire de l'influence pour nouer une alliance avec les monarchistes et les boulangistes. L'aîné des petits-fils de Louis-Philippe prit la tête des monarchistes, alors très anticlérical. Grand 4. La restauration d'un roi était ce qu'envisageaient les monarchistes, mais bloquée par la bourgeoisie, puis par la roture dans des administrations. Les parlementaires monarchistes étaient plus engagés dans la défense de l'Église que pour le retour d'un roi. Étrange pour l'époque. La consolidation des petits propriétaires arrivera avec la fin des majorats. Grand 5. Les républicains avaient lié une partie des anciens monarchistes, bonapartistes, par leur modération en matière sociale et leur, je cite, politique d'affaires. On récusait le radicalisme en prenant un libéralisme avancé, qui résume bien l'histoire de la République en France depuis la Révolution. Georges Clemenceau dira d'ailleurs « République d'opportunistes ». On la disait démocratique, mais faisant la part belle aux représentants des milieux affairistes. Et le Conseil supérieur des colonies arrivera en 1883. Et il était de gauche libérale. Donc, la gauche d'aujourd'hui qui vient dire à la droite « Oui, mais vous êtes des fascistes, colonisateurs, blabla ». Bon. Pas de procès en historicité, pardonnez-moi. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Un nouveau système partisan au milieu des années 1880. L'auteur commence par nous décrire le crash de l'Union Générale en 1882. Et fait intéressant pour l'époque, on y apprend que la banque est gérée par un Français du nom d'Eugène Bontou, qui avait précédemment travaillé à la banque Rothschild, mais qui fut viré, parce que les investissements qu'il avait soi-disant pris aux yeux de la banque Rothschild étaient pour eux trop sensibles. Pauvre petit chou. Dans ce grand titre, un passage du livre nous parle d'une nouvelle loi électorale qui avait créé un système de vote inédit qu'on ne reverra jusqu'alors plus jamais, et qu'on nomme le scrutin de liste départementale majoritaire à 2 tours. À la suite du premier et du second tour, pour ce dernier, les gauches réunies sur des listes communes remportèrent 244 des 269 sièges qui restaient à pourvoir. Plus tard, l'auteur narre une hésitation dans cette séquence historique, marque d'une mauvaise stratégie.
Cette hésitation nous provient tout droit de l'union des droites, entre élus, monarchistes et bonapartistes, tandis qu'une autre moitié refusa la fusion dans un groupe commun. Cela engendra une division avec l'apparition de l'union royaliste composée de monarchistes et le groupe de l'appel au peuple composé de bonapartistes. Le parti bonapartiste était plus mal en point où on y apprend la disparition d'Eugène Louis de Napoléon Bonaparte 6 ans après celle de Napoléon III, qui débouchèrent sur un grave conflit de succession. Le prince impérial en exil y finira mort, au cours d'un combat contre les Zoulous en Afrique australe. Il y eut alors des revendications sur la succession, notamment le plus jeune frère de Napoléon Ier. Mais son anticléricalisme en rebutait certains dans le parti bonapartiste. En somme, le parti bonapartiste n'était plus depuis longtemps, comme le dit l'auteur, qu'une force d'appoint de plus en plus marginale. Et cet auteur, page 76, raconte dans un long paragraphe comment le parti bonapartiste réussit encore à obtenir des suffrages. Par la suite, on apprend qu'un homme du nom de Paul Cassagnac, élu dans le Gers de 1876 à 1902, avait proclamé en 1885 ne pas vouloir, je cite, « réparer l'horrible et fétide baraque sous laquelle la France est accroupie, mais la mettre par terre ». Fin de citation. Paul de Cassagnac fait partie de l'appel au peuple et un farouche ennemi de la République. Et est un farouche ennemi de la République. Avec son journal influent nommé L'Autorité face au prince Jérôme, qui lui avait lancé la même année un comité central bonapartiste républicain. La solution pour les bonapartistes était selon lui de nouer une alliance étroite et permanente avec les monarchistes et les boulangistes. Mais toute perspective de rétablissement de l'Empire était au demeurant fort improbable. Celui qui prit la tête des monarchistes réunifiés fut l'aîné des petits-fils de Louis-Philippe, et il était très succinctement un homme peu enclin au cléricalisme. Et assez hésitant à soutenir publiquement la cause du pape dépossédé de ses états. Par la suite, dans le très grand paragraphe du milieu de la page 77, nous y apprenons comment le parti fut alimenté en argent, mais aussi nous y apprenons par quel biais ils communiquaient leur propagande ou information. Bien qu'il y eût un nombre assez conséquent d'organes de presse pour le parti bonapartiste et pour ses fractions, il n'était pas de même pour le parti monarchiste, mis à part peut-être un petit hebdomadaire officieux se nommant la Correspondance nationale. Et la restauration était ce qu'envisageaient les monarchistes avec un retour du roi. Mais les secrétaires appointés des départements recrutaient parmi les roturiers, souvent sans grande fortune et de formation de juristes, voire même souvent aristocrates ou grands bourgeois, et étaient encore maîtres de nombreuses grandes possessions. Je pense que cela était vu ou ressenti par ces gens-là face aux républicains comme étant quelque chose d'inapproprié pour le contexte de l'époque. C'est-à-dire avoir de nombreuses et grandes possessions héritées de ce que la France avait produit pendant au moins 1500 ans. Et le très grand paragraphe du milieu de la page 78 explique comment un grand nombre de parlementaires monarchistes étaient plus engagés dans la défense de l'Église que dans le combat pour le retour d'un roi. Nous apprenons un peu plus loin, à la fin de la page, que le système des majorats, créé sous le Premier Empire, pour contourner l'abolition du droit d'aînesse, furent vendus, contribuant ainsi à la consolidation de l'emprise terrienne des petits propriétaires. Ce que l'on peut voir au début de la page 79, c'est qu'à l'inverse, les républicains étaient triomphants. L'année 1885 voit le jour, d'un groupe de l'Union des gauches qui rassemblait gambettistes, ferristes et anciens orléanistes du centre-gauche. Et il est quand même intéressant de noter que les orléanistes n'étaient pas foncièrement de gauche, ce qui montre bien que d'un parti de droite vers un parti de gauche, que ce soit ceux qui le représentent de l'intérieur ou ceux qui le convoitent de l'extérieur, les fractions qui y sont créées peuvent rabattre les cartes de ce qu'il a représenté jadis. Voilà, ce qui a existé, ce qui a précédé, n'a pas forcément continué à être ce qu'il est encore aujourd'hui. En 1885, nous avons donc des républicains de gouvernement avec 200 sièges qui étaient désormais au centre du système partisan. Et fait intéressant, les républicains avaient lié toute une partie des anciens monarchistes et bonapartistes par leur modération en matière sociale et leur actif politique d'affaires. On parlait alors dans la Chambre des députés le 18 juin 1877, en récusant le radicalisme et en prônant au contraire un libéralisme avancé, qui résume selon lui l'histoire de la France depuis la Révolution. C'était Jules Ferry qui les avait précocement rassurés à ce sujet. Et d'ailleurs, Youssef Indy explique dans une vidéo que c'est par le libéralisme que l'Angleterre s'est fait pirater, par un judaïsme talmudique, le croisement est réellement intéressant. Pardon.
Je vous laisserai aller creuser cette période. Comme le dira Georges Clemenceau en l'appelant la République des opportunistes. On disait qu'elle était indéniablement démocratique, mais qu'elle ignore volontairement la question sociale, alors qu'elle faisait la part belle aux représentants des milieux d'affaires. Je vous laisserai regarder page 80 dans la partie haute du livre, de la page, un très grand paragraphe qui avait rappelé en des termes toujours d'actualité le comité central de la garde nationale. En substance, on rappellera que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous. L'année 1883 vit pour la première fois le Conseil supérieur des colonies qui servit à piloter l'expansion outre-mer avec à la tête, un ministre des Affaires étrangères dont le directeur politique, le baron Alphonse Chaudron de Courcelles, était un fervent partisan. Le milieu de la page 81 montre bien que la République était installée avec des droites minoritaires malgré leur union électorale et des gauches, au contraire, largement majoritaires. Et ce qui montrait que la République victorieuse avait modifié la ligne du clivage politique fut l'existence de deux groupes républicains de force égaux en nombre, puis en siège, qui étaient l'union des gauches et des radicaux. De cela, comme dans l'histoire de la France, puis généralement, il fallait apporter des réponses à toutes les nouvelles questions qui allaient être posées, et qui allaient naître des nouveaux rapports de force entre droite et gauche. L'éternel et anachronique clivage. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi je vous dis à demain ou à une prochaine, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt sur mes lectures.